Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des actualités, ouais, il y a du positif et un peu du négatif cette semaine-ci. Nous avons la Steam Machine qui pourrait être retardée à cause de, vous l'avez deviné, les problèmes de RAM. Google qui sort Projet Genie qui permet de faire des jeux vidéo en littéralement juste une phrase via évidemment des IA. Un peu plus d'informations sur cette fameuse puce G3 d'Intel qui arrivera dans les consoles mobiles et encore plein d'autres news. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, comme d'habitude d'ailleurs. Et aussi, je vous rappelle que le podcast, c'est pas un podcast techniquement, le Texama Show est disponible sur Spotify en tant que podcast. Voilà, ça marche mieux dans ce sens-là. Et vous pouvez même le voir en réalité parce que je upload à chaque fois une vidéo. Ou vous pouvez juste l'entendre si vous le voulez. Enfin bref, commençons tout de suite. Alors, première news de la semaine concerne justement ce possible délai sur la Steam Machine dans un post récent qu'ils ont mis sur leur site web, comme vous pouvez voir, qui est d'ailleurs disponible en français, donc ça c'est plutôt cool. Ils ont parlé un petit peu de plus d'informations sur notamment le Steam Controller, la Steam Machine et même le Steam Frame, qui est ce nouveau casque pour information de VR. Et comme il indique justement dans ce post, c'est que oui, la situation au niveau RAM est un petit peu compliquée. Donc il compte toujours, si tout va bien, sortir la Steam Machine début 2026. Mais à mon avis, ça a déjà été un petit peu retardé parce que c'est sûr et certain, s'il n'y avait pas des problèmes de RAM, ils auraient pu certainement commencer à sortir très prochainement. Mais là, ça a été un petit peu retardé, même si ils sont restés assez vagues. Donc, début 2026, techniquement, juin, c'est début 2026, vu que c'est avant la moitié de l'année, je suppose. Ou plutôt mai. Donc, dans tous les cas, ils ont des problèmes justement à avoir assez de RAM. Et forcément, ils veulent en avoir assez de stock pour pouvoir justement vendre un certain nombre de Steam Machines dès le début. S'ils la sortent et que personne ne peut l'acheter, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Une autre information par rapport à ça, par contre, c'est le fait que certaines parties de la Steam Machine pourront être changées. Alors, ce ne sera pas le GPU, ce ne sera pas le CPU, ce sera juste le SSD et la RAM, ce qui en réalité est une plutôt bonne nouvelle que la RAM sera interchangeable. Alors, on parle ici de la RAM système. Le GPU aura sa propre mémoire dédiée qui sera séparée. Donc ça, on ne pourra pas le changer pour ceux qui se demandent. Ce sera toujours 8 Go si je me souviens bien, vu que c'est l'équivalent d'une 7600M XT au niveau du GPU qu'on a sur, en tout cas, la Steam Machine selon les specs qu'ils ont montré. Et du coup, voilà, c'est un peu le minimum au niveau upgrade, mais c'est déjà pas mal. Sur tous les SSD, vous pourrez mettre un 2230 ou un 2280. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, qui est le full format SSD, parce que les 2230 coûtent beaucoup plus cher. Nous avons aussi du coup de la SODIMM pour la RAM. Donc, c'est plus la mémoire qu'on a sur des ordi portables. Ce qui est en réalité aussi une bonne nouvelle, parce que la mémoire SODIMM a tendance à être un petit peu, je dis bien un petit peu moins être affecté par les problèmes de RAM actuellement. Il y a juste beaucoup de mémoire SODIMM disponible sur le marché en fait. Et donc, oui, c'est un petit peu moins affecté. Donc ça pourrait être, ma foi, une plutôt bonne décision de leur part d'avoir décidé d'utiliser de la SODIMM dès le début. Il y a aussi d'autres informations sur les capacités de la Steam Machine, notamment le fait qu'ils disent que oui, elle pourra normalement faire tourner très bien en 4K avec 60 FPS la plupart des jeux présents sur Steam. Ce qui est, voilà, c'est plutôt, on va dire, ils sont plutôt confiants là-dessus. Alors, quand ils disent la plupart des jeux sur Steam, tenez compte qu'il y a beaucoup de jeux sur Steam qui datent de Vlad 5 ans, 10 ans. Donc, faire tourner ces jeux-là en 4K, oui, là, j'ai pas du mal à le croire que ce sera pas très compliqué pour la Steam Machine. Maintenant, pour les jeux plus lourds, ce qu'ils indiquent, c'est qu'évidemment, ils vont utiliser FSR de AMD, donc ils vont utiliser de l'upscaling. Donc la plupart des jeux pourront tourner en 1080p et puis ils seront upscale vers du 4K. Et pour les jeux qui n'arrivent pas à tourner en 4K 60 FPS, il y a toujours le VRR, donc le taux de rafraîchissement variable. Donc, ouais, le truc, c'est que même avec l'optimisation que peut apporter Valve, même avec l'avantage de tourner sur Linux, même s'il y a aussi des désavantages, tenez en compte, forcément, ça reste l'équivalent d'une RX 7600M ou 7600M XT. Ça reste du RDNA 3.5 ou même 3 en réalité. Donc, c'est pas l'équivalent de ce qu'on a sur une RX 9000. Donc, ce sera pas non plus FSR 4, malheureusement. Donc, tenez en compte, oui, ça reste une machine qui a des bonnes capacités, mais elle se place plutôt, si je me souviens bien, oui, elle se place plutôt entre, pas très loin d'une PS5 quand on y pense, mais avec l'optimisation un petit peu qu'on a derrière, pour beaucoup de gens, ce serait suffisant. Mais oui, ce ne sera pas une machine de guerre comme un PC gamer à 2000-3000 euros, c'est sûr et certain. Mais c'est pas son but non plus. Pour le prix d'ailleurs, vu que je parle un peu de prix, ils n'ont toujours aucune indication de prix, ce qui est logique. Le prix de la RAM évolue littéralement de jour en jour. Donc comment ils peuvent vous donner un prix s'ils ne savent même pas eux-mêmes quand ils vont pouvoir justement la sortir et surtout quel sera le prix de la RAM à ce moment-là. Donc on verra bien. Et puis il y avait d'autres un petit peu informations sur le Steam Frame.
Ça, vous pouvez aller lire sur le blog officiel ainsi que le Steam Controller. En réalité, le Steam Controller, je suis plutôt intéressé, ça pourrait être pas mal, surtout que bah, ça permettrait d'avoir un contrôleur qui est utilisable sur d'autres machines. Il y a aussi un autre truc intéressant par rapport au que j'avais vu dans une vidéo de Linus Tech Tips par rapport à justement la Steam Machine. Il y a des trucs bien avec justement Valve, c'est qu'ils ont rajouté le support du HDMI CEC sur la Steam Machine. Donc ça permet d'envoyer en fait des commandes à votre TV depuis la Steam Machine. Donc notamment allume la TV, éteins la TV. Donc c'est-à-dire que avec votre manette qui sera raccordée à la Steam Machine, vous pourrez éteindre ou allumer surtout votre TV automatiquement, comme une console de jeu. Ça c'est important parce que sur PC, aucune carte graphique qui existe à l'heure actuelle supporte ça. Bien souvent, il faut utiliser des injecteurs, donc il faut injecter le signal CEC. C'est pas pratique. Et ça, c'est justement l'un des problèmes sur PC à utiliser un PC justement sur une TV. Donc, ma foi, si AMD, Intel et Nvidia regardent, ça ferait pas de mal de rajouter le support. J'ai envie de dire, c'est juste au final quelques informations qui passent à travers le port HDMI. C'est pas non plus, à mon avis, très complexe. Donc, rajouter ce support-là permettrait à beaucoup de gens d'utiliser leur PC comme une console de jeu. Bon, je suppose que AMD, vu que de toute façon ils vendent plein de consoles de jeu avec les PS5 et Xbox, eux ils s'en fichent un petit peu. Mais par exemple, Nvidia ou même Intel, ça pourrait être intéressant pour eux de le rajouter. Donc, ma foi, voilà une petite suggestion. Ensuite, tant qu'on parle de retard, juste une petite update là-dessus. Il y a quelques articles qui sont sortis justement sur le fait que les RTX 6000 pourraient arriver en 2028, ce qui est en réalité malheureusement assez logique. On en a parlé par le passé sur la chaîne, évidemment, sur le fait qu'il y avait certainement des RTX 5000 Super qui étaient prévus pour, en tout cas, début 2026. Ça se voit un petit peu avec DLSS 4.5. Ça aurait été le moment parfait de sortir des nouveaux GPU en même temps que justement introduire DLSS 4.5. Mais ce n'est pas arrivé parce que Nvidia est juste occupé à fabriquer un maximum de GPU pour tout ce qui est data center et IA, parce que ça rapporte juste beaucoup plus. Et donc, cette sortie pourrait être repoussée fin 2026, si ça arrive 2026, ou même début 2027, ce qui serait logique. Quand on voit que, par exemple, les RTX 5000 étaient sortis début 2025 au CES, et ils pourraient annoncer un refresh, en tout cas, lors d'un prochain CES. Et comme le CES de 2026 est déjà passé, je vous rappelle, c'était en janvier 2026. Et ben le prochain, ce sera en janvier 2027. Donc, si ces RTX 5000 Super, si je dis bien elles arrivent, mais forcément les RTX 6000 arriveraient encore plus loin. Donc là, ce serait début 2028. Donc c'est pour ça que vous avez des articles qui parlent de ça. Mais quoi qu'il arrive, oui, on aura à peu près à coup sûr aucune nouvelle carte graphique de la part de Nvidia et même AMD en 2026. À part peut-être la toute fin 2026, avec un petit peu de chance, mais c'est peu probable, franchement. Donc, ma foi, si vous voulez faire un nouveau PC gamer, il n'y a pas vraiment de GPU à attendre. Ce que vous devez surtout arriver à faire, c'est trouver un GPU à un prix raisonnable. Ça, ce sera votre défi pour 2026. Bonne chance si vous devez justement mettre à jour votre PC, parce que ça va être compliqué. Et c'est pour ça qu'à mon avis, 2026 va être l'année de l'optimisation. Ça va être l'année où vous allez optimiser votre PC pour qu'il dure le plus longtemps possible. Et je n'hésiterai pas à faire un maximum de guides là-dessus. J'en ai déjà d'ailleurs, par exemple l'undervolting. Ça permettrait déjà de regagner un peu de performance, même faire moins consommer son PC. Mais j'en ferai encore plus et j'en mettrai à jour certains d'autres pour justement tirer pleinement parti de notre PC afin de ne pas devoir en acheter un nouveau. Mais dans la plupart des cas, en réalité, tenez compte, sans même optimisation, vous n'êtes pas obligé de jouer à un jeu en ultra. Juste vous le mettez déjà avec un niveau de détail haut. Et la plupart des jeux modernes sont déjà très beaux. Et ça économise déjà beaucoup de performance. Parce que les jeux en ultra, c'est juste tous les paramètres d'activer. Et il y a certains paramètres qui rajoutent à peine un truc, vous voyez, juste au loin ou autre chose. Et genre, ça tank le FPS à mort. Donc, moi, je vous le dis, c'est pas juste de l'optimisation. Des fois, il faut juste faire quelques petites concessions. Et tant qu'on parle de possibilités, vous avez certains constructeurs comme Asus, Dell, Acer et HP qui seraient intéressés de peut-être acheter de la RAM chinoise. Parce que je vous rappelle, dans un précédent Texama Show, on avait parlé de CXMT, qui est une entreprise chinoise qui fabrique de la RAM. Ils fabriquent déjà, si je me souviens bien, des puces DDR4, mais ils sont en train de passer justement à la production de DDR5 et même LPDDR5X, ce qui est très important pour à peu près tous les appareils qui existent sur le marché. Or, tenez compte que, évidemment, une grande partie de cette production sera certainement utilisée pour le marché des IA parce que ça reste une entreprise et c'est ce qu'il y a de plus rentable. Mais un constructeur de plus dans le domaine de la RAM, évidemment, rajoutera plus
de produits sur le marché. Et forcément, plus il y a de produits, plus il y a de possibilités de peut-être en acheter. C'est pour ça que certains constructeurs de PC seraient intéressés de peut-être se fournir directement chez eux. Et ils ont quand même des produits assez intéressants parce qu'ils ont notamment de la DDR5 jusqu'à 8000 mégas transferts et même de la LPDDR5X jusqu'à plus de 10 667 transferts, mégas transferts plutôt. Donc, c'est des vitesses qui sont très très bonnes et qui seraient totalement utilisables dans des appareils haute performance, même des ordinateurs gaming ou autre chose. Mais il faut tenir compte que CXMT, justement, a annoncé que très récemment qu'ils allaient faire justement ces puces de DDR5 et LPDDR5X. Ils sont encore en train de mettre en place les usines et ça va prendre du temps, malheureusement. Et donc, oui, la production, et en tout cas la vente, on va dire de masse, serait plutôt pour fin 2026, début 2027. Donc, c'est-à-dire que oui, ça ne réglera pas le problème en 2026. On sera toujours coincé en 2026. Donc, encore une fois, ça va être l'année de l'optimisation. Et aussi l'année des économies parce que, comme vous pouvez voir, le prix du cuivre continue d'augmenter. Vous avez même Debauer qui en a parlé récemment dans une vidéo parce que Debauer, qui est un YouTuber tech, je vous rappelle, allemand, qui fait aussi des vidéos en anglais, très intéressant d'ailleurs, c'est aussi la personne derrière Thermal Grizzly, évidemment, la pâte thermique haute performance, et il fabrique aussi des waterblocks. Et pour fabriquer des waterblocks, vous avez besoin de pas mal de cuivre. Et donc, il parlait justement récemment que le prix du cuivre a pas mal augmenté. Par exemple, une plaque de cuivre pour fabriquer un waterblock est passée de 190 euros pour lui à 280 euros, ce qui est une sacrée augmentation. Et forcément, tout ce qui utilise du cuivre, c'est-à-dire beaucoup d'électronique, parce que le cuivre est un excellent conducteur, va augmenter en prix. Donc, les alimentations et le refroidissement. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est juste que là, ça se confirme vraiment. L'augmentation serait de 5 à 10% et pourrait commencer fin février. Après, le truc, c'est que de toute manière, vu que personne ne va vraiment faire de PC en 2026, ou en tout cas, les gens qui en ont vraiment besoin seront les seuls. Si vous n'avez pas besoin d'un nouveau PC, si votre PC fonctionne encore très bien, vous allez certainement attendre. En tout cas, vous devriez, selon moi, attendre. Bien, ça veut dire que oui, forcément, il y a moins de gens qui devront justement acheter ces refroidissements un petit peu plus chers et ces alimentations un petit peu plus chères. Mais c'est juste un coût supplémentaire. Donc, si vous voyez un excellent deal sur une alimentation et que vous en aviez absolument besoin, c'est peut-être le moment de l'acheter. Surtout les alimentations, parce que 10% sur une alimentation, c'est quand même pas mal. 10% sur un refroidissement qui était déjà à 40 euros, il coûtera 44 euros. C'est pas la fin du monde, à mon avis, ici. Et en parlant de fin du monde, ça tombe bien, je fais des magnifiques transitions sur ce texte à ma show aujourd'hui. C'est la fin de la Wicca. On l'a vu au CES, qui était évidemment le grand salon de l'électronique à Las Vegas. C'est là où il y a normalement les produits de pointe. Et il y avait basiquement rien au niveau Wicca. Donc ça, c'est quelque chose qui, de temps en temps, on voyait une TV Wicca en mode «Waouh, ça a l'air trop bien, ça va être le futur». Et au final, ben, ce ne sera pas le futur parce que ben, les gens ne sont pas intéressés, les marques ne sont pas forcément intéressées d'en fabriquer plus que ça. Et c'est dû au fait que, ben, encore une fois, les gens ne sont pas intéressés, mais aussi, il y a juste pas de contenu en Wicca. Si vous regardez l'industrie du film, l'industrie aussi, tout ce qui fait série, bien souvent, ils vont enregistrer en 4K. Il y a beaucoup de séries, même des anciens films de là pas si longtemps, qui étaient même enregistrés en dessous de la 4K. Ils sont seulement passés maintenant vraiment à de la 4K. Il y a évidemment des, des réalisateurs qui font du IMAX et tout ça, qui enregistrent en plus que 8K techniquement. Il me semble que l'IMAX c'est même techniquement du 10K, si je me souviens bien, mais c'est du film, donc c'est encore différent. Mais voilà, c'est assez rare. Beaucoup de séries Netflix, notamment, sont enregistrées sur des caméras 4K. Et donc, ben, ça semble logique. Si vous avez enregistré tout sur une caméra 4K, vous ne pouvez pas vraiment sortir ce contenu en 8K. Donc là, il n'y a juste pas de contenu, il n'y a pas d'intérêt de la part des gens. Donc la Wicca est en train de mourir. On a atteint un petit peu la fin. On peut faire des TV Wicca, c'est pas un problème. On pourrait même en faire certainement des TV 16K. C'est juste qu'il n'y a aucun intérêt en fait. Et un truc très intéressant, donc là c'est un article de Ars Technica, c'est notamment, alors là vous avez un graphique justement, le passage, en 2003 on est passé à la notamment HD, donc vous pouvez voir que ça a commencé calmement, puis d'un coup ça a explosé, et puis la 4K est arrivée plutôt vers 2013, donc c'est là où vraiment les TV 4K sont arrivés en force. Et comme vous pouvez voir maintenant, en 2023, en tout cas, là où ça reste ce graphique, oui. La plupart des gens avaient déjà, en tout cas la plupart des TV vendus, étaient de la 4K et avaient encore un petit peu de Full HD. Le problème aussi du coup avec la Wicca, c'est ce graphique qui est très intéressant, plutôt ce tableau. Ça vous montre la distance minimum recommandée par rapport à la taille d'une TV et la résolution du coup qu'il faut derrière pour que vous ne voyez pas les pixels, tout simplement. Donc un petit peu comme le principe de Retina avec Apple.
une certaine densité de pixels selon la distance que vous regardez l'écran. Bien, par exemple, pour une télé de 20 pouces, ce qui n'est pas grand-chose, c'est plus un écran, quand vous êtes à, oui, 1 mètre, euh, il vaut mieux que ce soit du 4K apparemment. Ça me paraît un petit peu erroné parce que je pense qu'on est à l'extrême de l'échelle, donc c'est pas très logique. Mais si vous regardez par contre pour des TV plus logiques, 40 pouces, 50 pouces, 60 pouces, ce que la plupart des gens ont, je pense, même 80 pouces, la 4K est largement suffisante à partir de 2 mètres, 3 mètres, voire 4 mètres si vous passez à une TV de 80 pouces. Et c'est si vous respectez les distances. Je sais que certaines personnes, je suis sûr, vous connaissez quelqu'un, vous avez été chez lui, il a une énorme TV qui prend la moitié d'un mur dans son salon et il est assis genre à côté, quoi. Il est vraiment en face. Mais si vous respectez les distances, ce que beaucoup de gens en réalité font parce que être trop près d'une TV est vraiment, c'est même pas juste oh ok oui c'est immersif, mais c'est problématique parce que pour regarder le contenu vous devez bouger la tête en fait. Je pense que la plupart des gens se mettent à une distance où ils n'ont pas besoin de bouger la tête, ils voient l'entièreté de la TV dans leur champ de vision et donc là bien souvent si vous faites ça vous serez à la distance recommandée. Et là, comme vous pouvez voir, selon le graphique que je remets encore une fois, ben la webcam ne sert à rien. À part si vous êtes à 1 mètre d'une TV de 50 pouces qui fait ça ne sert à rien. 4K sera largement suffisant. Vous pouvez voir que même pour une TV de 100 pouces, si vous êtes à 4 mètres, ce qui me semble plutôt raisonnable pour une distance, pour une TV de 100 pouces, même la 4K est suffisante. Donc voilà, c'est en réalité une des grandes aussi raisons pour le fait que la 4K soit pas suffisante. Beaucoup de gens sont déjà en mode, oh, ben, cette TV est largement suffisante, la résolution est largement suffisante. Je pense que maintenant, les gens se concentrent plutôt sur le support de l'HDR ou même la qualité d'image, la qualité du rendu des couleurs. Et c'est pour ça que l'OLED est juste beaucoup plus populaire. Donc un petit peu comme la 3D, ben c'est une mode qui n'a tout simplement pas pris. Je dirais même que ça a même beaucoup moins pris que la 3D. Parce qu'encore la 3D, il y a beaucoup de TV qui sont sorties. La Wika, il n'y a pas grand-chose qui sont sortis. Enfin bref, il y avait aussi le problème du prix, hein, parce que forcément la TV Wika coûtait la peau des fesses, et comme il n'y avait aucun contenu disponible, ben forcément il n'y avait aucun intérêt de l'acheter. Il y a toujours, je pense, un marché pour le TV de Wika dans le futur, mais je pense que c'est vraiment dans le futur quand la 4K sera devenue vraiment juste standard. Ce sera devenu le Full HD en fait. Ce sera même tous les sites de streaming seront forcément 4K. La Full HD sera un peu comme le 720p de maintenant, qui est plus la résolution que vous utilisez quand vous avez vraiment une mauvaise connexion. Quand ce sera le cas, à mon avis, là, on commencera peut-être à parler de la Wika pour des TV qui seraient du coup un peu plus proches ou autres, peut-être même des écrans PC ou autre chose pour les professionnels de la retouche photo, ça pourrait être intéressant. Mais en attendant ça, je pense que oui, la Wika, elle est juste mort et inter. Et c'est maintenant l'heure des deals de la semaine. Donc, comme d'habitude, des liens affiliés en description vers selon moi des deals intéressants au niveau hardware ou informatique de manière générale. Et ça permet de soutenir la chaîne, donc merci d'avance. Le premier deal concerne le Logitech G Pro X2 Lightspeed. Donc, c'est une version évidemment sans fil de leur meilleur casque qui est plutôt bon. J'avais pu le tester par le passé, il se débrouille plutôt bien. Donc, ça, c'est en vrai la version 2. J'avais testé la version 1, donc la version 2 est encore améliorée ici. C'est un casque très populaire en réalité ici, comme on peut voir selon les reviews. Et du coup, maintenant, il est en promotion à 138 euros. Alors, ça reste un certain budget, mais pour un casque sans fil haut de gamme gaming, c'est en réalité un assez bon prix. Et c'est le prix le plus bas depuis basiquement même le Black Friday ou autre chose, comme vous pouvez voir. Il était à 159 euros lors du Black Friday. Et ici, on est le prix le plus bas à 138 euros. Donc, ma foi, si vous vouliez un nouveau casque, c'est un très bon choix. Il y a aussi pas mal de personnes qui l'ont recommandé dans les commentaires de ma vidéo sur le dernier casque Sony que j'utilise personnellement. J'ai fait une vidéo sponsorisée dessus. Donc, apparemment, ça, c'est une très bonne alternative. Et comme il est en promotion maintenant, ben, c'est encore plus intéressant. Et maintenant, on passe aux autres deals. C'est juste des écrans. Je vais être très honnête, au niveau hardware, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Je me demande bien pourquoi. Mais au niveau écran, par contre, c'est la fête. On a les meilleurs prix sur les écrans qu'on n'a jamais vus. On va commencer du moins cher au plus cher. Ici, un bête écran Full HD 27 pouces. En 27 pouces, c'est un peu grand, je trouve, pour du Full HD. Mais comme il est à 99 euros et qu'il a des très bonnes specs, comme vous pouvez voir, c'est du 180 Hz. Bah, franchement, ça vaut la peine. C'est aussi un de chez AOC, donc c'est une marque réputable, et c'est du Fast IPS. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et comme vous pouvez voir, c'est le prix le plus bas depuis basiquement le Black Friday. En réalité, oui, pendant le Black Friday, il était même à 94 euros. Donc il était encore un peu moins cher. Mais là, à 99 euros, oui, si vous avez besoin d'un petit écran Full HD, pour faire le taf, il sera juste excellent. On a ensuite un deal incroyable sur un écran 27 pouces 1440p. Alors, ils disent Full HD dans la description, c'est faux, c'est bien un écran 1440p, donc QHD, 300 Hz, IPS,
et avec toutes les technologies que vous auriez besoin, notamment FreeSync, donc par extension G-Sync. Et comme vous pouvez voir, il est à seulement 229 euros. 229 euros pour un écran de cette qualité et surtout cette résolution avec ce taux de rafraîchissement, c'est juste excellent. Et en plus, ça vient d'une marque réputée, donc derrière, vous avez la garantie. Et donc là, comme vous pouvez voir, c'est le prix le plus bas depuis. Basiquement, même lors du Black Friday, il n'était pas aussi bas. On était à 281 euros, 279 euros au plus bas. Maintenant, on est à 229. Donc, c'est juste des prix abusés au niveau écran. Ça sent le déstockage d'après Black Friday de ce qu'ils n'ont pas pu vendre. Mais ma foi, c'est une bonne chose pour nous parce que ça permet d'avoir des écrans pas chers. Et le prochain aussi, c'est la même chose. Alors là, on est sur un écran de 4TC. C'est une marque assez, selon moi, sérieuse, mais c'est une marque un peu plus inconnue au bataillon, évidemment. Mais ils font des très bons écrans. Et là, ils ont un écran dual mode. Donc c'est du 4K 160 Hz ou du Full HD 320 Hz en 27 pouces, Fast IPS évidemment. Et comme vous pouvez voir, il est vendu 249 euros. Ça, c'est abusé par contre. Vous pouvez vous acheter un écran gaming 4K avec un bon taux de rafraîchissement, même meilleur que l'écran que j'ai moi personnellement ici, pour seulement 249 euros. Et vous avez même le dual mode. Ça, je pense. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais si vous faites de la retouche photo, si vous faites un peu de édition vidéo, si vous faites du travail professionnel comme ça, ben c'est un écran qui est pas trop mal. Et derrière, vous pouvez toujours jouer. Vous voyez, vous pouvez vous dire, oh, mais 4K, c'est trop lourd pour ma config. Hop, vous switchez Full HD et là, vous pouvez même monter jusqu'à 300 Hz. Pour moi, c'est juste le meilleur des deux mondes pour une personne qui serait dans ce cas-là. C'est pas pour tout le monde. Je pense que pour les autres gamers, l'écran 1440p d'avant est plus intéressant. Mais si vous êtes dans ce cas-là, ben là, c'est un excellent choix. En plus, c'est un des rares écrans avec une couleur un peu blanche et noire. Donc ça, c'est bien si vous avez un setup comme ça. Ça fait un peu look Stormtrooper que j'aime beaucoup. Et c'est le prix le plus bas depuis très longtemps. J'avais montré un écran comme ça de chez Asus il y a quelques mois à peine, à peine un an. Et il était à 450 euros. Donc c'est juste abusé de voir là à quel point le prix des écrans est en train de chuter. Et enfin, on a un écran QD OLED 27 pouces 1440p 240 Hz pour 449 euros. Alors c'est du QD OLED, personnellement je préfère le WOLED, mais si vous êtes dans une pièce un peu plus sombre ou juste avec pas beaucoup de fenêtres, le QD OLED est un très bon choix, meilleure restitution des couleurs que le WOLED. Et là on a un écran mais juste excellent en fait. 240 Hz 1440p avec une dalle QD OLED, vous êtes bon pour un bon moment, clairement. Et comme vous pouvez voir, c'est aussi un bon format, bon pied, tout ça derrière, tout ce qu'il faut au niveau entrée. Donc juste un très bon délice à 449 euros. Et surtout, c'est le prix le plus bas depuis basiquement le Black Friday, parce qu'il était en réduction lors du Black Friday à 449 euros. Et on a à nouveau la même réduction maintenant. Et donc voilà, c'est tout pour les deals de la semaine. Merci d'avance à tous ceux qui utilisent les liens dans la description pour soutenir justement la chaîne. Ensuite, la prochaine news concerne le projet Genie de Google qui est sorti en version 3. Si je me souviens bien, on avait parlé justement de la version 2 qui permettait de, avec un prompt, vous pouviez générer un environnement avec lequel vous pouviez interagir. Ici, ils ont été un petit peu plus loin. Ils ont aussi amélioré la technique, ou plutôt le rendu, on peut dire en quelque sorte. Bah, le modèle d'IA derrière est meilleur. Et maintenant, vous pouvez vraiment juste dire, ah ok, oui, je veux être sous l'océan et mon personnage, c'est un poisson. Et hop, d'un coup, voilà, vous êtes un poisson. Et là, c'est entièrement généré par une IA. L'environnement est aussi constant, c'est-à-dire que si vous tournez la tête et qu'il y avait une plante à un endroit et que vous retournez la tête vers la droite et puis à nouveau vers la gauche, la plante sera toujours là. Donc comme on l'avait déjà vu par le passé justement avec Genie 2, mais là c'est encore plus impressionnant franchement. Je vous invite à regarder la vidéo, on va la regarder un petit peu d'ailleurs. Donc encore une fois, vous tapez l'environnement, vous pouvez vous mettre à la troisième personne ou même à la première personne. Voilà, photoréalistic meadow with flowers, blablabla. Ensuite, vous tapez le type de personnage que vous voulez être. Donc ça, justement, il me semble, la première version, on était forcément à la première personne. Là, il y a la troisième personne qui existe, donc c'est plutôt intéressant. Apparemment, ce sera un chien. Il a dit un Shiba Inu. On peut se mettre à la première personne, à la troisième personne. Et puis après, vous cliquez créer, et puis ça va créer automatiquement ce monde. Alors pour le moment, c'est évidemment limité. C'est juste pour montrer que c'est possible. Donc vous ne pourrez pas jouer éternellement à ce jeu. Je vais en parler un petit peu après. Mais c'est quand même hyper impressionnant. Alors, apparemment, il est en train de remodifier, parce que peut-être qu'il n'est pas satisfait. Il rajoute une cabine dans la montagne. Voilà, ça va régénérer. Maintenant, il y a voilà, une petite cabine, un petit chalet. Et puis après, il peut juste jouer. Et voilà, il est en train de jouer à son jeu généré par IA. Donc là, on a un truc sur la Lune ou je sais pas quoi. Une boule qui... voilà. Vous pouvez même être apparemment une fourmi. Donc ça vous montre juste les possibilités qui sont vraiment impressionnantes. Mais, parce que forcément il y a un mais. Pour moi, le truc commun avec tout ça, c'est que, évidemment, c'est une démo technique. C'est clairement pas, oh, ça va remplacer les jeux vidéo dès maintenant.
Il y a aussi le fait qu'il y a aucun gameplay. C'est juste vous vous déplacez dans un environnement, c'est impressionnant, mais vous n'avez rien à faire. C'est juste vous vous déplacez, vous êtes en mode: «Ah OK, c'est joli». Ça se voit aussi que ça ressemble un peu à un jeu fait à la va-vite, où oui, c'est suffisamment beau selon moi, c'est suffisamment même réaliste, mais notamment les déplacements, ça se voit que c'est un peu comme ces jeux vidéo un peu cheap. Si on revient justement sur l'image du chien, vous pouvez voir que les déplacements sont réalistes, mais ça se voit que ça fait un petit peu plus jeu vidéo cheap plutôt. Ça me fait penser en fait à beaucoup de choses au niveau de l'IA où bien souvent l'IA a du mal à comprendre la physique, le poids des choses notamment. C'est un grand problème justement quand vous apprenez à faire de la 3D, notamment pour les jeux vidéo, vous devez comprendre, ou de l'animation 3D d'ailleurs, vous devez comprendre le poids des choses, la physique des choses derrière. Parce que quand la physique n'est pas correcte, le cerveau humain est en mode: «Oh, il y a quelque chose de pas correct». Et c'est justement quelque chose que les vidéos générées par IA ont du mal à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre que, oui, un énorme véhicule va être beaucoup plus lourd qu'une plus petite voiture. Il va pas comprendre ça. Il s'est entraîné quand même sur des vidéos peut-être qui montraient des véhicules lourds et tout ça et comment ils réagissaient, mais il comprendra pas totalement. Et là, on le voit, je trouve qu'on le voit un petit peu justement dans les démos qu'ils ont montrés, notamment au niveau du déplacement du personnage. Mais ça va s'améliorer. Évidemment, plus tard, il y aura la possibilité de même mettre du gameplay. Pour moi, le truc, c'est que le futur des jeux vidéo aura forcément de l'IA générative. Et je sais qu'il y a des gens qui vont être en mode: «Ah non, je ne veux pas d'IA générative», mais le truc, c'est que pour beaucoup de trucs que vous faites dans les jeux vidéo, on utilise déjà limite des outils qui sont un peu comme de l'IA générative. Genre, faire le terrain dans un endroit. Vous pensez qu'il y a un développeur qui met chaque brin d'herbe à un endroit? Non, il a un outil où il peint de l'herbe. C'est mis automatiquement. Il y a un algorithme derrière qui dit: «Oh, il y aura de l'herbe là, il y aura de l'herbe là». Et dans on va dire 5% des cas, il va les retoucher à la main parce que, ah, là, par contre, cet endroit-là où le joueur va peut-être se mettre à côté pendant une cinématique, là, je veux un brin d'air parfaitement placé. C'est bien souvent ce qui arrive, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà automatisées et c'est les derniers pourcents de création où c'est l'être humain qui va vraiment y aller mettre sa touche personnelle. Et c'est ça que ça fait toute la différence. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec les IA génératives au niveau des jeux vidéo. C'est qu'on fera 95% du jeu avec une IA générative, mais les derniers 5%, il y aura toujours une personne derrière qui fait non, c'est comme ça, ou ça doit être comme ça. Alors évidemment, il y aura des studios qui seront plus cheap, il y aura des studios qui sont en mode non, on veut faire un maximum d'argent, donc ce ne sera pas 95% fait par l'IA, ce sera 99,9%. Et certainement, ces jeux-là seront pas bons, on va être honnête. Mais il y aura d'autres studios, par contre, qui se préoccuperont de la qualité des choses, et eux, ils mettront le temps de justement faire que ces 5% fassent toute la différence. Et comme d'habitude, c'est à vous de décider si vous n'aimez pas ou si vous aimez. Mais moi, je n'ai aucun problème, dans le futur en tout cas, à avoir de l'IA générative dans les jeux vidéo. C'est juste que oui, je veux toujours cette touche personnelle des êtres humains. Je veux toujours un être humain qui arrive derrière et qui corrige et qui fait en sorte que tout soit cohérent en fait. Donc voilà. Et surtout par exemple pour l'histoire, ça c'est sûr et certain. Selon moi, ça doit être écrit par une personne parce que les histoires écrites par les IA génératives, non merci. Enfin bref, dans tous les cas, juste voilà mon avis là-dessus. Quel est votre avis là-dessus? Mais une chose est sûre, ce modèle, Genie 3 est très impressionnant et ça va continuer de, s'améliorer. Et donc, encore une fois, dans le futur, c'est sûr et certain, il y aura de plus en plus d'IA générative dans les jeux vidéo, que ce soit même pour générer des environnements comme ça ou juste générer du code. Et une petite news intéressante par rapport à ça, c'est quand justement Google a montré Genie 3 et à quel point il était performant à générer ce genre de choses, même si c'est clairement pas un jeu vidéo et que c'est pas encore parfait. Vous avez des investisseurs qui ont vu ça et qui étaient en mode: «Oh non, mon investissement dans cette entreprise qui fait des jeux vidéo est juste mauvais en fait, parce que d'ici 2 ans, les IA vont tout remplacer». Et donc vous avez les actions de beaucoup d'entreprises qui sont cotées en bourse qui ont littéralement chuté. Donc vous pouvez voir que ici Unity a chuté de 32%, ce qui est massif. Vous avez Take-Two qui a chuté de 10%, CD Projekt qui a chuté de 8% et Roblox qui a chuté de 10%. Le plus étonnant là-dessus, c'est que certains, au final, de ces entreprises, notamment Take-Two ou CD Projekt, ils font des jeux vidéo. Le truc, c'est qu'ils seront certainement parmi les premiers à utiliser ce genre d'outils quand ils seront prêts à être utilisés pour faire des jeux vidéo. Donc eux, ça va les aider à faire plus de jeux vidéo ou des meilleurs jeux vidéo ou des plus gros jeux vidéo. Donc je ne comprends pas trop le fait que l'action a diminué autant. Mais bref. Par contre, pour Unity, c'est déjà un peu plus logique vu que c'est un outil qui permet de faire des jeux vidéo, donc c'est littéralement un concurrent à Unity, ce que fait Google ici. Et puis évidemment, Roblox aussi, c'est un problème parce que Roblox, on va être honnête,
la qualité des jeux sur Roblox, parce que tout le monde peut faire des jeux vidéo sur Roblox, ou enfin plutôt des modes de jeu, on va dire. Et du coup, beaucoup de ces modes de jeu sont pas les plus inspirés, même pas du tout très inspirés. Au point même que ça ressemble un petit peu à ce que vous pourriez faire avec un prompt, justement sur une IA. Donc, imaginez si Google sort leur propre Roblox dans le futur, ce qui serait tout à fait possible. Vous mettez un prompt et hop, ça crée automatiquement un jeu de la qualité d'un jeu Roblox où il n'y a aucune histoire et le gameplay est juste, voilà, pas très bon, mais ça satisfait les gens qui jouent, surtout les enfants. Ben, à ma foi, oui, Roblox là serait dans une très mauvaise situation. Et Roblox est une énorme entreprise. Donc, ça m'étonne qu'au final, Unity a perdu quand même 32%. Pour moi, c'est Roblox qui aurait dû perdre 32%, parce que c'est littéralement l'un des plus gros concurrents, ou c'est certainement l'un des plus gros dangers, je devrais dire, pour Roblox. Ce genre d'outils créés par IA, ça va les mettre dans la misère, en fait. Même si, encore une fois, ils pourraient être aussi parmi les premiers à adopter justement ce genre d'outils et l'intégrer dans leur jeu. Et puis après, là, ils pourraient se faire plein d'argent. À voir. Mais une chose est sûre, oui. Roblox, notamment, ce sera l'entreprise qui utilise entièrement cet outil d'IA générative. Et il y aura certainement 0% qui sera fait par un être humain. Ils en ont rien à faire, à mon avis. Parce que Roblox, pour information, est une entreprise horrible. Et je vous déconseille, si vous avez un enfant ou vous connaissez quelqu'un qui a des enfants ou vous avez un petit cousin ou autre chose, je vous déconseille de les laisser sur Roblox. Parce que c'est un jeu qui est réellement horrible. Il y a des personnes horribles sur ce jeu aussi. Donc, ouais, si vous pouvez les faire partir de Roblox et utiliser, honnêtement, même League of Legends serait un meilleur jeu pour ce genre de personnes, pour les enfants. Ouais, faites-le, mais ouais, peut-être pas League of Legends en réalité. Mettez-les sur Minecraft. Minecraft, c'est plutôt cool. Ça leur apprend des choses plutôt utiles aussi pour la vie, à être créatif et tout ça. Roblox, ça apprend rien. Ça apprend rien du tout. Et enfin, une dernière news au niveau IA cette semaine-ci, je vous rassure, on a d'autres news après. C'est le fait que, vous vous souvenez, ce deal de Nvidia avec OpenAI, ou en tout cas l'annonce de ce deal qui devait être encore négocié, de 100 milliards de dollars que Nvidia allait investir dans OpenAI, mais finalement, visiblement, il n'est jamais arrivé en fait. Et c'est dû au fait que voilà, les relations entre OpenAI et Nvidia ne sont pas toujours les plus simples des fois. Donc, OpenAI a évidemment utilisé beaucoup de matériel de Nvidia pour entraîner leur IA ou faire tourner leur IA. Mais récemment, ils ont été plutôt un peu pas forcément satisfaits par notamment la vitesse de ce matériel. Ils étaient limités justement par la vitesse des puces Nvidia qu'ils avaient. Ce qui est, ça peut paraître étonnant, mais au final, le truc, c'est que Nvidia était clairement l'un des premiers sur le marché de l'IA et ils sont encore un leader, mais ça veut dire qu'ils ne seront pas toujours un leader. Vous avez d'autres entreprises qui sont en train d'émerger, qui sont en train de travailler sur leur propre accélérateur d'IA, notamment Google ou Microsoft, et qui arrivent à tout simplement rattraper assez vite l'avantage qu'avait Nvidia. Et là, apparemment, OpenAI n'est pas toujours le plus content. Ils utilisent toujours du matériel Nvidia, ils utiliseront toujours du matériel Nvidia, mais c'est juste qu'ils sont aussi pas stupides, on va dire. Si vous êtes OpenAI, si vous êtes n'importe quelle entreprise comme ça, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous allez voir un petit peu ce que fait la concurrence. Vous allez voir, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait des meilleurs accélérateurs d'IA, et vous testez un petit peu toutes les solutions qui sont disponibles pour voir laquelle fonctionne mieux avec vos modèles ou fonctionne avec votre infrastructure, tout simplement. Donc, juste pour montrer que voilà, la situation n'est pas aussi belle qu'elle pourrait paraître de voilà quelques mois où ils étaient en mode on va vous donner 100 milliards de dollars et OpenAI était en mode oh merci Nvidia, vous êtes les meilleurs, on est bestie ou autre chose. Non, ça reste deux entreprises qui ont pour but de faire du cash, et s'ils peuvent se débarrasser d'une autre, ou en tout cas voilà, fonctionner avec d'autres concurrents, mais ils le feront sans aucun souci. Donc, ma foi, à voir si Nvidia, justement, va peut-être perdre sa place dominante, parce que même s'ils ont été les premiers sur le marché, encore une fois, avant même tout le monde, et qu'ils ont beaucoup investi dès le début, et que ça leur a permis de démarrer, on va dire, en pole position, c'est pas parce que vous avez démarré en premier que vous allez finir en premier. Et c'est déjà arrivé par le passé que des entreprises qui étaient au top, mais vraiment au top, je donne toujours l'exemple, mais c'est pour moi le meilleur exemple. Nokia, qui dominait le monde des téléphones. Quand l'iPhone est arrivé, ils n'avaient aucune réponse et ils ont mis énormément de temps à répondre et ils ont disparu en à peine quelques années. Alors, je ne crois pas que ça arriverait comme ça à Nvidia, mais ça pourrait arriver une situation où juste, oui, ils n'arrivent pas à fournir un produit qui a du sens auprès de leurs partenaires,
ou peut-être qu'ils sont juste trop chers par rapport à ce qu'ils offrent et du coup leur partenaire décide d'aller avec une autre entreprise qui derrière va juste faire énormément d'argent et ça va leur permettre de dépasser Nvidia sur ce marché-là. C'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est pas parce que vous êtes premier que vous allez toujours rester premier. Et d'ailleurs, en parlant de ça, nous avons une news qui concerne ce fameux Intel Core Ultra G3 qui serait un futur concurrent, je vous rappelle, des puces Z de chez AMD. AMD aussi qui a énormément profité de leur position dominante sur le marché des petites consoles mobiles sur Windows, qui pourrait au final maintenant se faire totalement dépasser parce qu'on l'a vu avec Panther Lake, qui est la dernière architecture d'Intel. Intel est plus efficace au niveau énergétique que AMD. Intel a plus de performance graphique et du coup c'est une situation qui est juste parfaite pour faire une console mobile. Les petites consoles mobiles, vous voulez beaucoup d'efficacité, beaucoup de puissance. C'est exactement ce qu'il faut. Et donc là, c'est si cette puce arrive, alors le nom n'est pas définitif, tenez-en compte. Le nom de code semble être G3 pour le moment. Il y aurait peut-être même une G3 extrême, mais à voir. Euh, je suppose aussi, le G3 est logique aussi parce que si vous regardez, AMD a fait les puces Z1, Z2. Qu'est-ce qui arrive après ça? Ben, une puce Z3. Mais si Intel sort déjà une puce G3, ça donne l'impression qu'ils sont un peu à l'avance. AMD a déjà fait ça par le passé d'ailleurs, avec justement la nomenclature Intel. Ils ont repris la nomenclature, puis ils ont donné l'impression qu'ils étaient plus rapides. Et puis Intel derrière a fait que vous avez repris nos cartes mères en B250, ben on va faire du B360 maintenant. On est légèrement au-dessus au niveau chiffre. Et ils ont exactement fait ça par le passé, Intel, après que AMD les ait copiés. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils soient en mode, ok, oui, on va faire une puce G3, parce que G3, 3 c'est plus grand que 2. Et actuellement, AMD a juste des puces Z2. Donc ce sera forcément meilleur. Et elles sont réellement meilleures au niveau GPU. On ne sait pas encore exactement la configuration GPU qu'ils vont mettre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont optimiser ça pour avoir le bon nombre de cœurs. Donc pas trop de cœurs CPU, pas trop de cœurs GPU, parce que ça sert à rien de mettre un énorme GPU et puis de le limiter à 15 watts. Donc ils vont optimiser ça. Ils avaient déjà fait un assez bon travail sur les anciennes puces en réalité, avec ce qu'ils avaient. Donc là, je suis impatient de voir justement ce qui arrive. Et la grosse news par rapport à ça, c'est que malheureusement, Panther Lake semble être plutôt populaire. Les laptops avec Panther Lake arrivent seulement. Il y en a déjà disponibles. Il y en a qui vont arriver seulement au mois de mars. Donc ça, c'est encore un petit moment. Et bien du coup, cette puce, cette fameuse puce G3 n'arriverait pas avant le deuxième trimestre de l'année 2026. Donc si vous étiez impatient par ça, vous dire, oh, j'ai acheté une ancienne console avant même les puces Z, où j'ai acheté un Steam Deck et j'ai hâte de voir ça parce que ça va être vraiment une vraie upgrade de performance. Il va peut-être avoir des consoles qui vont sortir qui sont hyper bien avec. Malheureusement, ce ne sera pas encore tout de suite. Donc voilà, prenez votre mal en patience. Personnellement, je suis plutôt impatient de voir. J'ai acheté récemment une ROG Ally, la première, d'occasion sur eBay. C'était vraiment un bon deal sur moi parce que j'ai payé genre 340 euros et elle était nickel. Franchement, on aurait dit qu'elle sortait de sa boîte, que personne ne l'avait utilisée. La personne qui l'a utilisée, d'ailleurs, elle a, à mon avis, à peine utilisé. Il a très bien gardé en état. Et donc, pour moi, c'est le meilleur deal à l'heure actuelle. Soit ça, soit un Steam Deck. Parce que les consoles actuelles, si vous regardez, les puces Z2 Extreme coûtent la peau des fesses. Donc, le meilleur deal, oui, c'est certainement prendre une console d'occasion. Et du coup, ça, par contre, ces puces Panther Lake serait une upgrade plutôt raisonnable. Et ça m'intéresserait de peut-être y passer si ça vaut la peine en tout cas. Et comme d'habitude, chaque semaine, on a un problème avec Windows. Et bien cette semaine-ci, on a un problème avec Windows. Dans une dernière mise à jour de sécurité qui s'appelle, qui a le doux nom, on peut le dire, de KB 507-4109, eh bien, ça introduit des problèmes avec les GPU NVIDIA notamment, au point même que NVIDIA recommande, si vous avez des problèmes, je dis bien si vous avez des problèmes, de désinstaller cette mise à jour pour justement régler ceci. Donc ce n'est pas la faute de NVIDIA ici, c'est de la faute de Microsoft. Et c'est pas la première fois qu'ils sortent une mise à jour, même de sécurité, qui cause des problèmes, mais ça continue d'arriver. Au point même que je suis en mode, à quoi ça sert d'avoir un programme Insider Microsoft? Parce que des fois, ils ont un programme Insider. Donc si vous ne savez pas, le programme Insider, c'est vous pouvez vous abonner, même vous pouvez le faire, à toutes les mises à jour, même en mode bêta. Même si je pense qu'on est déjà en mode bêta. Donc vous pouvez vous abonner aux mises à jour en mode alpha, du coup. Parce que tous les autres utilisateurs sont déjà en bêta de toute façon, avec Windows 11. Et derrière, vous allez recevoir donc ces mises à jour qui, voilà, vont certainement avoir des bugs. Et puis vous pouvez laisser les retours. Et Microsoft va régler les problèmes avant la sortie de la mise à jour. Ce qu'ils sont censés faire. Mais c'est déjà arrivé par le passé. Ils sortent une mise à jour sur Windows Insider. Les gens indiquent qu'il y a un problème et ils sortent quand même la mise à jour pour tout le monde. Il n'y a juste aucun sens. À quoi ça sert de faire le programme?
Donc ici, c'est le cas. Et du coup, pour ceux qui auraient des problèmes, je dis bien, si vous avez un problème avec cette mise à jour, si vous avez fait cette mise à jour et que vous avez des problèmes de performance sur votre carte NVIDIA, je vais vous montrer comment la désinstaller très rapidement. Mais avant ça, les symptômes pour ceux qui voudraient justement reconnaître s'ils ont un problème, il y en a qui indiquent qu'ils ont même des pertes de performance de 15 à 20 FPS, donc c'est une vraie grosse perte de performance. Il y en a qui disent qu'ils ont du flickering, des artefacts dans les ombres, et même des frame generation errors, donc des erreurs de génération d'images dans les jeux qui le supportent en tout cas, et d'autres glitches graphiques. Donc si vous avez ça sur plusieurs jeux, pas juste un jeu, parce que si c'est juste un jeu, c'est peut-être ce jeu-là qui est buggé, tenez-en compte. Mais si vous avez ça sur plusieurs jeux et que vous n'aviez pas ça voilà quelques semaines, c'est peut-être cette mise à jour. Donc pour régler ça, vous allez dans Windows Update, vous pouvez aller voir dans Historique des mises à jour et vous pouvez voir justement les dernières mises à jour qui étaient installées. Et vous pouvez voir que moi, j'ai justement cette fameuse KB 507-4109 qui est juste ici. Personnellement, je n'ai pas vu de problème, donc je ne vais pas la désinstaller. Mais si vous avez un problème, vous pouvez vous pouvez descendre, faire désinstaller des mises à jour. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez cliquer pour désinstaller les dernières mises à jour. Et là, nous avons notamment la KB 507-4109. Donc, je pourrais juste cliquer là-dessus et la désinstaller. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de problème, encore une fois, mais c'est là que je le ferai. Donc, si vous avez des problèmes, voilà comment la désinstaller. Et si vous avez toujours des problèmes après l'avoir désinstallé, essayez de redémarrer pour être sûr déjà. Vérifiez que vous avez le dernier driver graphique, évidemment. Mais si vous avez toujours des problèmes, ben, c'est que ça ne venait pas de cette mise à jour, tout simplement. Donc, ma foi, vous pouvez la réinstaller, je suppose. Ou juste attendre qu'elle soit corrigée. Mais ouais, vous avez des problèmes qui viennent d'autre part, si ça ne règle pas le problème. Ensuite, on a une petite news par rapport au fameux Core Ultra 200 Plus qui devra arriver prochainement, qui seront juste un refresh des Core Ultra 200 actuels, pour plusieurs raisons que je vais parler après. Mais dans tous les cas, la première news, c'est le fait que le fameux 290K plus, ou 290K si vous préférez plus, qui aurait remplacé le 285K, ben, n'arrivera tout simplement pas. Ce processeur semble être annulé parce que il n'a juste pas d'intérêt à mon avis. Mais il y aura toujours un Core Ultra 270K+, qui va remplacer le 265K, ainsi qu'un 250K+, qui va remplacer le 245K. Et du coup, ces deux processeurs sont en réalité plutôt intéressants parce que eux, ils ont une vraie upgrade. Le Core Ultra 9, c'était juste un léger overclocking. Donc exactement ce que faisait Intel avec les 14900KS, 13900KS. Et voilà, c'était pas le plus intéressant. Surtout que maintenant, en plus, avec les Core Ultra 200, de toute façon, ils se font dépasser largement par AMD au niveau gaming. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine de sortir une version overclockée. Même si elle est un peu plus puissante, ça ne fera pas grand-chose. Par contre, les deux autres, le Ultra 7 notamment, ils passent de 8 cœurs haute performance, 12 cœurs efficacité énergétique à 8 plus 16. Donc, il a 4 cœurs en plus. Et puis le Core i5, ou le Core Ultra 5 plutôt, lui passe de 6 plus 8 à 6 plus 12. Donc assez similaire au final au Ultra 7 d'avant. Donc ils bougent tous les deux vers la classe au-dessus. Donc le nouveau Core Ultra 7 sera basiquement un Core Ultra 9, un petit peu moins cher et avec une fréquence un peu plus basse. Et donc ça devrait permettre d'avoir, sans trop bouger les prix, sans faire des baisses de prix, ben vous aurez un Core Ultra 9 au prix d'un Core Ultra 7. Donc ça mettra un peu plus de pression auprès d'AMD. Et autant, oui, dans le gaming, les Core Ultra 200, ils ont un petit peu du mal, on va être très honnête. Autant dans le reste, par exemple, surtout les tâches professionnelles, si vous êtes gros utilisateur de la suite Adobe, ben Intel reste le meilleur choix ici. Parce qu'Adobe a juste fait beaucoup plus d'optimisation. En même temps, Adobe optimise rarement leur logiciel, mais pour une fois, ils ont optimisé un petit peu sur Intel. Donc, c'est-à-dire que oui, vous avez des meilleures performances avec un processeur Intel et une carte graphique NVIDIA, pour information. Donc, dans ce genre de cas-là, ça vous permettra d'avoir tout simplement plus de cœur, donc plus de performance dans les programmes professionnels, pour moins cher. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et la deuxième news qui va de pair, c'est le fait que les reviews arriveraient pour le 23 mars. Donc, c'est dans à peu près 6 semaines. Et donc, on verra enfin ce que donnent ces processeurs. Mais encore une fois, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable parce que ça reste la même architecture, ça reste la même gravure. C'est juste une version soit avec un peu plus de cœur ou soit un peu plus de fréquence. Bon, en tout cas, le Core Ultra 9, s'il existait, mais il n'existe plus, c'est pas grave. Mais voilà, c'est juste pour offrir plus pour le même prix au final par rapport à AMD. Ce qui va aider dans certains cas, mais dans d'autres cas, encore une fois, ça ne va pas forcément aider. Et le truc, c'est que vous allez me dire pourquoi ils font ça. Alors, une raison qui est en réalité plutôt importante, c'est que depuis la sortie des Core Ultra 200, Intel a fait pas mal de mises à jour
notamment BIOS, pour améliorer les performances de ces processeurs. Alors, ça n'a pas permis à ceux-ci de rattraper même, par exemple, la 14e génération en jeux vidéo, ce qui est voilà, un petit peu dommage. Mais ça a quand même permis de juste voilà, réduire l'écart. Mais le truc, c'est que vous pouvez faire le test maintenant. Si vous cherchez Intel Core Ultra 9 285K test, vous allez tomber sur des tests qui datent de la sortie de ces processeurs. Et du coup, tous les chiffres que vous voyez là sont obsolètes en fait. Alors évidemment, Intel aurait dû faire les optimisations avant de sortir les processeurs, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, oui, les tests sont un peu obsolètes et ne sont pas forcément représentatifs de ce que vous avez maintenant quand vous utilisez un de ces processeurs. Et donc, la meilleure manière de soft reset, de faire un petit de remise à zéro, c'est de tout simplement refresher le processeur. Si vous ressortez des nouveaux processeurs, même si voilà, c'est juste un peu plus de cœur, un peu plus de fréquence, mais comme vous les sortez maintenant avec toutes les optimisations qui sont arrivées au niveau BIOS, ben forcément, ils seront plus performants par rapport aux premiers chiffres que les gens se sont habitués des 285K et 275K ou même 245K. Donc ça, selon moi, c'est la plus grosse raison justement pour ce refresh. Et aussi pour avoir quand même un produit qui sort parce que ils ne peuvent pas juste attendre Nova Lake notamment qui va arriver fin d'année. Il faut qu'ils sortent quand même quelque chose parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas justement sorti quelque chose. Donc ça permet juste de voilà, d'écouler un peu plus de nouvelles puces. Encore une fois, revoir un petit peu des nouveaux articles qui sont repostés sur leur processeur, mettre à jour ce que les gens pensent de leur processeur, montrer les améliorations qu'ils ont fait au niveau BIOS, et derrière peut-être avoir un petit peu plus justement de vente et récupérer un petit peu des parts de marché. Mais oui, encore une fois, je le répète, ça reste des Core Ultra 200. Donc dans les jeux vidéo, c'est AMD fait mieux, clairement. Mais dans les tâches professionnelles, par contre, c'est là que ça devient un peu plus, selon moi, intéressant. Et je voulais finir avec une petite news qui est, selon moi, très importante et plutôt. Et je voulais finir avec une petite news, selon moi, très importante, mais qui est très rare dans l'industrie. C'est au niveau de Noctua, qui indiquait qu'ils ont maintenant livré 1 million de kits d'amélioration pour le refroidissement CPU. Si vous ne savez pas, Noctua, c'est cette marque qui vend des ventilateurs pas forcément les plus beaux parce qu'ils sont beiges et bruns, c'est assez particulier. Ben, ils sont assez bien connus pour ben, déjà faire des très bons refroidissements qui sont un peu chers, mais derrière, ils offrent un support qui est excellent. Si vous avez un refroidissement qui date de là 15 ans et que vous avez acheté un nouveau processeur et que ce refroidissement de 15 ans peut être utilisé sur ce processeur, eh bien, ils vous enverront gratuitement un kit pour pouvoir le monter sur votre nouveau processeur. Voilà, juste en mode voilà le kit. Maintenant, tu peux mettre ton refroidissement sur ton nouveau processeur. Et donc là, ils ont atteint le fameux chiffre de 1 million de kits envoyés. Donc c'est rare dans l'industrie que vous avez des marques qui font ça. C'est même assez rare, très très rare. Et ça marque juste à quel point, oui, ils ont un excellent support derrière. Donc peut-être que oui, vous payez clairement beaucoup plus cher pour du Noctua. Mais derrière, vous savez que même si vous avez un vieux refroidissement dans un tiroir que vous n'avez pas utilisé depuis un moment, si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez juste leur demander un kit d'installation et vous pourrez l'utiliser sur un CPU moderne. Et ça, franchement, c'est incroyable. Merci Noctua. Et du coup, c'était à peu près tout pour ce texte MH aussi. J'ai toutefois un dernier truc pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo pour en quelque sorte vous récompenser. Je ne sais pas si c'est une récompense ou ceux qui sont sur la fin du Spotify. Je compte toujours faire ces vidéos de questions-réponses par rapport à l'actualité tech. C'est juste que je n'ai pas eu le temps, mais je vous demande maintenant, je vais le faire pour la semaine prochaine, la première vidéo. Ce sera une fois par mois. Je répondrai à des questions tech, un petit peu sur l'actualité. C'est clairement inspiré de ce que fait Hardware Unbox parce que je trouve que le format est plutôt intelligent et j'aimerais le faire sur ma chaîne. Et donc, ben, n'hésitez pas à poser justement vos questions. Ça peut être, c'est plus des questions tech, ça peut être mon avis, mais ça peut être aussi juste genre me demander de regarder par rapport à une ancienne news que j'avais parlé, qu'est-ce qui est arrivé, ou peut-être que c'est une news par rapport à est-ce que tu penses que Nvidia va sortir des RTX 5000 Super? Vous voyez, ça pourrait être un exemple. Ou est-ce qu'ils vont juste skip directement vers les RTX 6000? Ou ça peut être aussi une question en mode, j'essaie de réfléchir à des idées, mais je pense que vous avez compris. Tant que c'est des trucs par rapport à la tech, vous pouvez me poser la question. Ça peut être un petit peu tout. Euh, c'est pas forcément support technique, je tiens à le préciser. C'est pas le but. C'est plus voilà des questions par rapport à l'actualité tech et par rapport à ce qui se passe au niveau de la tech en ce moment ou ce qui peut arriver dans le futur. Donc, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires. Ça marche aussi sur Spotify. C'est juste que sur Spotify, je préviens, je dois valider chaque commentaire manuellement, ce qui est un petit peu embêtant.
Donc des fois, j'ai pas encore validé les commentaires, mais je peux aller les voir. Si vous avez posté un commentaire, techniquement, il est posté, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je dois le valider, mais je pourrais le voir. Donc si vous avez une question sur Spotify, vous pouvez aussi la laisser. Et du coup, c'est à peu près tout. Du coup, merci à tous de regarder ce Tech Ça Marche aussi. Si vous avez bien apprécié, vous laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.